J'adore le surnaturel, j'adore les monstres. La première fois que je suis sorti d'un film en étant sincèrement persuadé d'être malade, c'était Alien. The Thing, de John Carpenter, est le meilleur film de monstres de tous les temps. L'expérience immersive de Sans un bruit est telle que même dans le public, on s'impose un silence parfait. Pour moi, King Kong n'est pas un monstre. On ne peut que l'aimer. Les vrais monstres, ce sont ceux qui lui tirent dessus. C'est une métaphore filmée qui parle des épreuves de l'homme noir dans la société américaine blanche. À chacun sa perception des monstres. Certains vont avoir peur du monstre pour son apparence, d'autres vont craindre plutôt le monstre qui agit sur la psyché. Si on ne peut pas le tuer, l'histoire ne fonctionne pas. Le cinéma d'horreur, c'est comme un chapiteau qui déborde de numéros de cirque, de slashers scandaleux, de comédies d'apocalypse et de body horror écœurants. Mais on est beaucoup à apprécier ce genre avant tout pour ses monstres. Les enfants sont obsédés par les monstres. Plus il y en a, mieux c'est. Même si ce ne sont que des costumes, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que ce soit des monstres. Avec l'âge, on évolue et on comprend que finalement, moins on en voit, plus le monstre est effrayant. Le meilleur exemple de film qui révèle son monstre au ralenti, c'est certainement Alien, de Ridley Scott. La première fois que je suis sorti d'un film en étant sincèrement persuadé d'être malade, c'était Alien. Il m'a mis dans un état de stress et de malaise incroyable. Le pire, c'est la gueule qui sort de la gueule. Cette boule chromée luisante et lisse avec une gueule qui en sort d'un seul coup. L'idée d'Alien vient du film Dark Star, écrit par deux étudiants en cinéma prometteurs de l'Université de Californie du Sud, John Carpenter et Dan O'Bannon. Dan O'Bannon est parti de l'histoire comique d'un équipage d'astronautes déjantés luttant contre un monstre dans un vaisseau en ruine. Et il en a fait un des scénarios les plus effrayants de tous les temps. Alien, c'est l'histoire de l'équipage d'un vaisseau commercial détourné de sa mission par un ordre mystérieux de son employeur qu'on appelle simplement la compagnie. Seems she has intercepted a transmission of unknown origin. She got us up to check it out. A transmission? Out here? Yeah. Les personnages principaux du film sont Dallas, le capitaine tourmenté, Ripley, le lieutenant pragmatique, et Ash, l'officier scientifique avec un projet secret. Sur une planète, ils trouvent des œufs. Et pendant leur exploration, un des astronautes est contaminé. Cette créature, qu'on appelle aussi un facehugger, s'accroche au visage de ses victimes. Personne ne sait ce qui se passe et d'un seul coup, ça part en vrille. Le jeu des acteurs est absolument phénoménal dans ce film. Franchement, quand on pense à la scène de la poitrine qui explose, la force de cette scène vient du fait que son introduction est parfaitement naturelle. Le contexte nous est très familier.
Qui n'a jamais été témoin de quelqu'un qui s'étouffe ou qui a une crise cardiaque dans un restaurant? On pense tout de suite à la panique de ce genre de moment, et puis le film va plus loin en faisant exploser la poitrine de la victime. Et d'un seul coup, on passe dans une autre dimension. C'est tellement génial. Cette scène est évidemment une référence tordue à une sorte d'accouchement inversé. L'équipage découvre à ses dépens que le monstre subit une métamorphose extrême, digne de l'évolution d'un insecte. Leurs supérieurs, eux, y voient un organisme précieux. Ils n'ont aucune chance de comprendre ce à quoi ils ont affaire. La compagnie leur cache la vérité et le seul de l'équipage qui comprend, c'est le robot, l'androïde qui passe son temps à leur mentir. La compagnie considère ses employés comme des éléments qu'ils peuvent sacrifier. Au contraire, une créature qui n'est même pas humaine ou un être véritable leur est beaucoup plus précieuse que les gens qu'ils ont employés. Dans Alien, la vision sombre des relations employeur-employé remet en question le statu quo tout autant que les décors du film, qui créent des associations fortes entre le sexe et la mort. Les décors de H.R. Giger aux allures biomécaniques jouent avec les plus profondes angoisses sexuelles du spectateur. Freud a beaucoup écrit sur la surdétermination, un concept qui dit que dans un rêve, un objet peut avoir une infinité de significations différentes. Alien est certainement le film le plus surdéterminé qui existe. D'abord, l'histoire se déroule à bord d'un vaisseau spatial, dont la forme rappelle clairement le bas-ventre d'une femme, avec une large ouverture vaginale. À l'intérieur, on trouve des œufs qui renferment des pénis baladeurs, qui vont féconder des gens par leur bouche. Les gens finissent par exploser en donnant naissance à d'autres pénis. C'est la surdétermination par excellence, tout simplement indéniable. La politique sexuelle du film, qui était très révolutionnaire à sa sortie, est incarnée par le personnage de Ripley, rôle qui a révélé Sigourney Weaver au grand public. En 1979, le héros d'Alien était une héroïne inattendue. Au début du film, Ridley Scott nous présente Dallas comme le héros. Mais celui-ci meurt. Le film prend alors une toute autre tournure. Une tournure qu'on n'aurait jamais imaginée à l'époque. Ripley devient l'héroïne emblématique du film. À la fin, seul Ripley parvient à fuir le vaisseau condamné. Mais son héroïsme va encore être mis à l'épreuve. Je crois que la dernière scène d'Alien est une des plus flippantes de l'histoire du cinéma. Elle est seule dans la capsule de sauvetage. Elle va dormir, tout va bien. Et là, elle découvre que le monstre est dans le mur. Imaginez, vous montez dans votre voiture et vous découvrez un énorme python sur le siège arrière. Vous vous retournez, il se déroule lentement et il ne va pas tarder à voir que vous êtes dans la voiture avec lui. Ça va mal finir. Que faire? C'est un de ces rares moments de suspense et d'horreur qui est parfaitement élaboré. C'est sublime. Le rythme de ce film est tout bonnement merveilleux. Il est si lent et patient, si calme et tranquille. L'horreur est persistante, prête à faire surface à n'importe quel moment. Un extraterrestre planqué dans un vaisseau, c'est déjà très effrayant. Et si c'était une horde d'horribles monstres qui envahissaient la Terre? Des monstres extraterrestres qui débarquent sur Terre. C'est la base des films d'horreur depuis les années 50. C'est quand on pense qu'on a tout vu que quelqu'un apporte une touche de nouveauté au genre.
Prenons par exemple John Krasinski et son film au succès formidable, Sans un bruit. Dans Sans un bruit, une nouvelle espèce de prédateur envahissant s'en prend à l'espèce humaine. Ces créatures nous traquent à l'aide du son. Et ça leur a permis d'exterminer la majeure partie de l'humanité. La seule chance de survie pour les humains, c'est de ne pas faire un bruit. On suit le quotidien d'une famille qui tente de survivre à la marge. Ils essaient d'avoir un semblant d'existence dans une ferme, dans ce monde où les humains ne sont plus les maîtres de la chaîne alimentaire. On nous immerge dans le monde de la famille de John Krasinski et Emily Blunt et leurs habitudes spéciales. Leur quotidien est rythmé par des rituels. Le film nous plonge dans les règles de leur vie. Marcher sur telle latte de plancher, éviter telle partie de la route. L'expérience immersive du film est telle que même dans le public, on s'impose un silence parfait. Même la personne d'à côté qui mange du pop-corn nous fait sursauter. Ce qui m'impressionne particulièrement dans Sans un bruit, c'est que tout ce qui se passe dans le film forme un ensemble parfaitement organique. L'idée, c'est que le son est le véritable ennemi. Le fait qu'un des personnages soit sourd est très ingénieux. Cela introduit directement le premier conflit. Pendant une bonne partie du film, on ne voit les monstres que de loin. Ils sont mystérieux et imbattables. C'est quand on ne peut pas vraiment les voir que notre imagination se met au travail. À quoi peuvent-ils bien ressembler? Sont-ils vraiment dégoûtants? Finalement, l'apparition des créatures est tellement rapide et furtive. C'est à peine si on distingue des pattes qui traversent l'écran en un éclair. On s'est intéressé à une multitude de créatures de toutes formes et proportions pour essayer de trouver celle qui plairait à John. J'ai ensuite travaillé à partir des éléments qui lui parlaient. Des grandes pattes fines et la posture semi-accroupie qu'ont les hyènes. Pour survivre, les héros du film doivent découvrir le point faible des monstres. Le monstre doit forcément avoir un talon d'Achille. Si on ne peut pas le tuer, l'histoire ne fonctionne pas. Dans le cas de Sans un bruit, la créature est en fait une oreille géante. Le talon d'Achille permet de construire un arc narratif. Une fois que la faiblesse est révélée, on peut trouver une arme et espérer l'anéantir. Quand Emily Blunt et sa fille découvrent enfin comment éliminer les monstres, la charge émotionnelle est à son apogée. J'ai vu ce film pendant un festival, et quand elle arme le fusil à pompe, tous les spectateurs sont devenus dingues. C'est la grande réussite de Krasinski. Son film est une expérience émotionnelle exceptionnelle, et un super film de monstres. Le message d'humanité de Sans un bruit n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Nos capacités d'adaptation et d'évolution nous sauveront de l'autodestruction. Contrairement à la plupart des espèces, nous sommes capables de nous adapter à un nouveau modèle, surtout quand il est question de survie. Dans Sans un bruit, les extraterrestres incarnent des forces diaboliques imbattables. Mais un des monstres les plus connus du cinéma n'est ni bon ni méchant. C'est King Kong. He was a king in the world he knew, but he comes to you now a captive. Ladies and gentlemen, I give you Kong!
The eighth wonder of the world! Depuis sa fameuse première apparition en 1933, à l'apparition la plus récente de notre grand super-héros poilu, King Kong a façonné l'imagination de tous les amateurs de monstres. Pourquoi cette fascination? Pourquoi le tout premier King Kong, malgré ses effets spéciaux vieillots, reste-t-il référencé comme l'un des plus grands films de monstres de tous les temps? Le King Kong de 1933 est au cinéma ce que les Beatles ou Elvis Presley sont à la musique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout simplement la meilleure pièce de toute la collection. L'histoire est simple. Un réalisateur emmène une équipe de tournage sur une île inexplorée et y découvre le nec plus ultra des effets spéciaux pour son film. Le monstrueux gorille géant que les autochtones appellent Kong. Il capture Kong et le ramène à New York, où il compte bien s'enrichir sur son dos. Kong s'enfuit, mais son attachement à une jeune star éblouissante le perdra. Dans les années 30, ce film était une véritable révolution. King Kong a fait un tabac. Le film a beau dater de 1933, les effets et l'animation en stop motion du personnage de King Kong par Willis O'Brien sont tout bonnement superbes à voir. Il se bat contre un serpent géant, un allosaure, un ptérodactyle, et il y a des tonnes de plans géniaux de Kong qui écrasent des gens ou les dévorent. Il détruit tout. C'est un film qui tient vraiment ses promesses. Ce film était tellement sombre. Le noir et blanc le rend presque mystique. Et puis il touche à une frontière sexuelle étrange entre King Kong et Anne Darrow. C'est quelque chose dont aucune autre version n'a réussi à s'approcher. Quand on pense à cette histoire de jeune femme blanche en danger, c'est tout sauf anodin dans le contexte de l'époque du film. Les hommes noirs étaient alors perçus comme une menace, notamment pour les femmes blanches. Je crois qu'on ne peut pas nier que l'histoire de King Kong renferme des idées racistes sous-jacentes. C'est une métaphore filmée qui parle des épreuves de l'homme noir dans la société américaine blanche. Auf der Schiffsreise lag ich deinen Ketten. Ja. Als ich in Amerika ankam, wurde ich deinen Ketten zur Schau gestellt. Ja. Bin ich die Geschichte des in Amerika? Nein. Also dann muss ich King Kong sein. Ah. Je sais qu'après avoir vu cette scène d'Inglorious Bastards, beaucoup de gens ont revu King Kong et l'ont découvert sous un tout nouvel angle. Je ne suis pas le premier à avoir eu cette analyse de King Kong. Mais vous étiez certainement le premier à en parler dans un film populaire. Dans un film de culture populaire. Qui n'a absolument aucun lien avec King Kong ou l'esclavage. Ouais. Cette information subtile planquée au milieu d'un film de guerre a marqué beaucoup de gens. La version de 1933 a été animée en stop motion. C'est le pionnier des effets spéciaux, Willis O'Brien, qui a fabriqué, placé et photographié des petites figurines image par image. Le véritable créateur de King Kong, c'est Willis O'Brien. Si vous regardez les premières affiches, vous verrez bien que Kong ressemble beaucoup plus à un monstre. Il a de véritables dents de sabre, ses canines sont... Ouais, ses canines. Willis a éliminé les détails monstrueux. Il a cherché à le rendre le plus humain possible. Résultat, le spectateur perçoit Kong non pas comme un monstre, mais bien comme un personnage à part entière. Et c'est pour ça que ce n'est pas simplement un film qui raconte l'histoire d'un singe géant. Son personnage a survécu depuis les années 1930. Il reste encore aujourd'hui une icône de la pop culture. King Kong a tellement marqué les esprits que personne n'a osé toucher à son histoire jusqu'à ce que Dino De Laurentiis produise un remake en 1976. Ma première rencontre avec King Kong, c'était le film des années 70, avec Jeff Bridges et Jessica Lange. Enfant, j'ai trouvé ce film absolument génial.
Kong était joué par Rick Baker, un excellent spécialiste des effets spéciaux. C'est lui qui a conçu le costume et qui le porte pendant tout le film. Il portait un casque de la tête de Kong. Il avait des lentilles aussi. Mais c'était ses yeux qu'on voyait, ça a beaucoup compté, je crois. Les mouvements du visage et tout le reste, c'est de l'animatronique. En 2005, Peter Jackson a sorti un somptueux remake de King Kong, riche en effets spéciaux numériques photoréalistes. Je me suis vraiment éclaté sur le tournage de la version de Peter Jackson. C'était une déclaration d'amour à ce vieux chef-d'œuvre. Kong était encore une fois joué par un homme en costume, si on peut dire ça comme ça. L'acteur Andy Serkis portait une combinaison de motion capture. Les mouvements et expressions de l'acteur étaient ensuite reproduits par ordinateur et placés dans des décors numériques. La technologie avait évolué, mais l'histoire gardait le même arc narratif tragique. Pour moi, King Kong n'est pas un monstre. On ne peut que l'aimer. Il est tellement adorable, tellement attachant. C'est lui qu'on soutient. Les vrais monstres, ce sont ceux qui lui tirent dessus. Oh no, it wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Un monstre aussi populaire ne meurt jamais vraiment. En regardant Kong Skull Island, j'étais vraiment bluffé par les scènes de combat. Elles sont spectaculaires. Mais en même temps, ça ne me touchait pas vraiment. En fait, les scènes étaient tellement dingues que finalement c'était trop. C'est comme regarder une vieille photo en noir et blanc, ça vous fait quelque chose. Chaque remake qui sort dans les salles devient obsolète au bout de 10 ans. Les effets spéciaux évoluent à une vitesse folle et ça change tout. En revanche, le King Kong de 1933 restera une référence, autant pour les cinéphiles que pour les enfants ou pour n'importe qui d'autre. Il aura fallu des décennies avant que King Kong ne trouve des concurrents à sa hauteur. Mais ils ont fini par tous débarquer d'un coup. Les Japonais ont un mot pour les désigner. Kaiju. Monstre géant. Surdimensionnés et invincibles, les enfants de l'ère atomique se déchaînent sur les écrans depuis près de 70 ans. On dit que la bombe atomique a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, mais pas à tous les niveaux. Elle a aussi donné naissance à de nouvelles angoisses et peurs, à l'idée que d'autres événements encore plus effrayants pourraient suivre. Ce sont ces angoisses atomiques-là qui sont à l'origine de ce nouveau type de film d'épouvante dans les années 50. 5, 4, 3, 2, 1. Pour les spectateurs japonais, les images cauchemardesques du Godzilla d'Ichiro Honda étaient un rappel déconcertant du traumatisme national. Le film a été tourné seulement 9 ans après l'anéantissement d'Hiroshima et Nagasaki par des bombes atomiques. Au début du film, un essai nucléaire éveille Godzilla. Un monstre radioactif assoiffé de destruction. Un scientifique tourmenté, le docteur Serizawa, a inventé un appareil qui pourrait vaincre le monstre. Mais il craint que son invention ne puisse être transformée en une arme de destruction massive. Le tout premier Godzilla était très sombre. Il n'avait rien d'ironiquement kitsch. Au contraire, c'est un film très dérangeant, encore aujourd'hui.
À la fin, le docteur Serizawa tue le monstre et se sacrifie, emportant le secret de l'invention mortelle dans sa tombe. Le film illustre vraiment bien l'état d'esprit du Japon d'après-guerre. C'est assez intéressant de penser qu'aucune autre version de Godzilla n'est aussi sérieuse que la première. Les suivantes sont plus simples. Godzilla écrase des tanks et c'est à peu près tout. Le succès de Godzilla au box-office a incité ses créateurs à le faire revenir pour une série de suites divertissantes, mais toujours plus bizarres. Avec chaque nouveau volet et chaque réapparition de Godzilla, il a fini par devenir une créature de comédie. Jusqu'au moment où il est enfin revenu incarner un monstre terrifiant. L'évolution du monstre suit la trajectoire d'un pendule. Dans Godzilla, le monstre n'est autre que la représentation du désastre que l'homme a créé. C'est le même principe que dans Cloverfield. Cloverfield est un de mes films de monstres récents préférés. On prend Godzilla, on y ajoute un effet found footage et on donne au tout un aspect très réaliste. Cloverfield, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui essaie de survivre pendant l'attaque de New York par un monstre géant. Les images tremblantes d'une caméra portative ressemblent comme deux gouttes d'eau aux images qu'on a des attaques terroristes du 11 septembre. Le monstre de Cloverfield a été créé entièrement en images de synthèse, imaginé par le producteur J.J. Abrams et dessiné par Neville Page. Tout ce que J.J. Abrams m'a dit, c'est qu'il voulait un monstre très grand et terrifiant. C'est un nouveau-né, un bébé. Et il a très peur de ce nouveau monde qui l'entoure. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il se cogne dans les immeubles en se retournant et en se déplaçant. C'est une créature pataude qui apprend à marcher, en fait. En puisant dans le souvenir de la panique du 11 septembre, le scénario plonge le film dans une horreur très réaliste. Il offre aux spectateurs la possibilité d'affronter le traumatisme national. N'importe quel cinéaste ou écrivain se nourrit forcément des émotions du monde dans lequel il vit. Et sa créativité lui permet ensuite d'extérioriser ses expériences d'une manière ou d'une autre. Les films d'horreur en général et les monstres qui s'y trouvent sont le fruit d'une époque et d'un monde. Dans le monde paranoïaque de John Carpenter, le monstre peut se cacher dans le corps de n'importe quel personnage. Au début du cinéma, les monstres étaient des versions déformées de l'humain, des acteurs dissimulés sous des couches impressionnantes de maquillage. Dans les années 50, la mode était aux combinaisons intégrales de monstres et aux immenses créatures en papier mâché. Les années 80 ont vu un nouveau grand bouleversement. Des matériaux innovants ont permis aux créateurs d'effets spéciaux d'améliorer les combinaisons avec des éléments robotiques. C'est ce qui a donné naissance à la créature dans Le démon d'Halloween de Stan Winston. Et à la référence par excellence qu'est le monstre dans Alien. Le point culminant de cette ère est sans aucun doute The Thing de John Carpenter. Pour beaucoup, c'est un des plus grands films de monstres de tous les temps. Dans une station météo d'Antarctique, 12 hommes sont assiégés par un monstre métamorphe. Celui-ci s'est infiltré dans le bâtiment sous la forme d'un gentil husky, mais il s'avère que c'est tout sauf un bon chien. Les effets spéciaux de la créature étaient tout simplement hallucinants et prodigieux. Le monstre ne respectait aucune logique.
La première fois, quand le chien entre dans le chenil et explose pour commencer à se transformer, je ne savais même pas où regarder, ni quoi penser. Le père de ce monstre en évolution perpétuelle est le grand magicien des effets spéciaux Rob Bottin. Cet extraterrestre se nourrit de tout type d'organismes à travers l'univers et peut prendre la forme de tout ce qu'il touche. Ce que j'adore avec ce film et cette créature, c'est qu'elle évolue en un laps de temps très court. Du coup, chacune de ces nouvelles apparences est forcément un peu bâclée. Et je crois que c'est ce qui rend la créature encore plus atroce. Si chaque nouvelle évolution donnait naissance à une créature parfaitement formée, ça ne serait pas aussi effrayant. À chaque mutation, même si c'est un monstre qui s'empare de ces gens, on ressent la douleur de la créature qui ne parvient pas à achever sa transformation correctement. Enfermés dans ce cauchemar, les hommes sont dévorés par la peur et la paranoïa. Le monstre pourrait se cacher dans chacun d'entre eux. Le film aborde la peur de la conformité, mais aussi les questions de confiance. Je crois que ce sont des inquiétudes très communes. The Thing est un des films avec les meilleurs effets spéciaux de monstres de tous les temps, même quand on sait ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais la scène la plus stressante reste celle du test sanguin. A priori, personne n'a jamais vu d'énormes monstres qui changent d'apparence dans sa vie. Par contre, on s'est tous déjà coupé le doigt. On sait ce que ça fait. Ils vont découvrir qui est le monstre. Quelle parfaite analogie de la vie, de la banalité et du mal. En fait, le monstre pourrait être assis à côté de nous, l'air de rien. Prenez le tueur Ted Bundy. Il avait l'air tout à fait normal. La tension est à son comble quand ils sont réunis autour de la boîte de pétri. Ce n'est qu'au bout de 3 visionnages que je me suis rendu compte qu'il tenait une fausse main, en fait. Forcément, puisque c'est là que le monstre sort de la boîte. J'ai toujours été un adepte des effets spéciaux mécaniques. J'adore tout ce qui se fait pendant la prise de vue. Le moment du torse qui s'ouvre en deux dans The Thing, ça a vraiment bluffé tous ceux qui étaient autour. Je trouve que la réaction des personnages de la scène est beaucoup plus puissante que s'ils devaient jouer leurs émotions face à un objet de substitution vert. Contrastant avec la violence extrême du film, la dernière scène de paranoïa entre les deux hommes est d'un calme impressionnant. Ils s'apprêtent à mourir sans savoir lequel d'entre eux est l'hôte du monstre. Aujourd'hui, The Thing fait partie des grands classiques. Mais les images terrifiantes du film n'ont pas été très bien accueillies en 1982. The Thing n'a pas eu de chance en sortant juste après E.T. Les gens avaient envie de rencontrer d'autres adorables extraterrestres. The Thing, c'était pas du tout ça. La réception du film a beaucoup attristé l'équipe. Non seulement le film n'a pas marché, mais les critiques étaient mauvaises. Les gens disaient que la violence était telle que c'était pire que de la pornographie. Heureusement, il a résisté à l'épreuve du temps et les gens l'apprécient aujourd'hui. Les progrès constants en matière d'effets spéciaux numériques nous offrent à voir des monstres toujours plus étranges à l'écran. Ils viennent des tréfonds les plus sombres de notre psyché. Stop following me. I'm gonna get you out of here. Récemment, ça, chapitre 2. Et Scary Stories ont démontré les toutes dernières techniques utiles aux films de monstres. Tous deux mettent en scène des histoires surnaturelles inspirées des peurs humaines et mélangent les effets mécaniques aux images de synthèse pour repousser les limites des effets spéciaux.
Je sais que les gens aiment cracher sur les images de synthèse, mais franchement, c'est pas toujours bon les effets mécaniques. Pour moi, il faut trouver le bon équilibre et surtout ne pas se reposer uniquement sur l'un ou l'autre. Les deux se complètent. Scary Stories est l'adaptation d'une série de livres pour enfants. Des adolescents se rendent dans une maison hantée et y découvrent un livre qui semble s'écrire tout seul. Pendant les 5 jours qui suivent, les ados malchanceux sont les victimes de tout un tas de monstres. On a repris toutes les créatures géniales que Stephen Gammell a dessinées dans le livre d'origine. On tenait vraiment à rester proche de l'idée originale à ce niveau-là. Pas question de réinventer la roue. Un des monstres les plus originaux du film est le Jungleman. Une créature capable de disloquer ses membres et de les remboîter. Le Jungleman nous a donné du fil à retordre. On voulait qu'il se plie dans tous les sens, qu'il puisse se démettre les membres et les remettre à volonté. On a réussi en alliant des effets mécaniques, un contorsionniste talentueux et quelques ajustements numériques. On rêvait de lui donner un visage et une apparence unique. Et on voulait que le personnage puisse véritablement prendre vie. Ça n'a pas été facile à réaliser. Dans Scary Stories, chaque monstre est l'incarnation grotesque d'une peur d'adolescent. Ça va de l'amour suffocant d'une mère à un méchant bouton qui défigurerait une belle peau. Un autre film s'attaque aux angoisses juvéniles. Ça, chapitre 2, fait suite à l'adaptation de 2017 par Andy Muschietti du roman de Stephen King. Ça. Kiss me, fat boy. Les membres du club des ratés sont devenus adultes et retournent dans la ville de Derry pour affronter une dernière fois l'ennemi juré de leur enfance. Oh, dirty little secret. Gripsou le clown. Bill Skarsgård incarne encore une fois Gripsou, le démon métamorphe. Grâce aux images de synthèse, le clown change de forme comme bon lui semble pour prendre l'apparence des pires cauchemars de ses victimes. Je me sers des effets spéciaux mécaniques du mieux que je peux, mais ils ont leurs limites. Beaucoup de gens critiquent les images de synthèse, mais elles peuvent donner super bien si on part d'un concept original et si on s'en sert comme il faut. Je dessine beaucoup. Les créatures de mes films naissent toujours sous forme de dessin. Une des créatures du film nous rappelle un monstre bien connu du cinéma. Je suis un grand fan de films d'horreur. Pendant toute mon enfance, les monstres me fascinaient. Donc quand j'ai su qu'il y aurait une tête qui se transforme en araignée, j'ai tout de suite reconnu la référence à The Thing. Andy m'a confirmé son intention et j'ai tenu à citer la réplique. On a même revu la scène sur mon téléphone pour être certain que je prononce la phrase comme il faut, avec le même rythme. À la toute fin du deuxième volet de Ça, le club des ratés découvre enfin le talon d'Achille du clown. Et ils retournent leur peur contre lui. C'est le sujet des 2 volets de Ça. On parle de la peur constante avec laquelle les gens vivent et des choses horribles qu'on fait en tant qu'être humain. Gripsou est l'incarnation de la peur. Et c'est exactement pour cette raison qu'on fait des films. On veut que les gens les voient et comprennent que vivre dans la peur est la pire chose qui puisse nous arriver. Les monstres du cinéma viennent parfois de l'espace, naissent de formules magiques ou sont le résultat d'expériences scientifiques qui ont mal tourné. Mais quelle que soit leur apparence ou leur origine, qu'ils marchent, rampent ou glissent, ils incarnent tous les grandes peurs humaines. Ces peurs que nous devons affronter et vaincre avant qu'elles ne nous anéantissent tous.